nouvelle façon de voyager. Nous sommes dimanche 10 avril 2022. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine et bonne rupture de jeunes à tous. La jeunesse du parti PNDS Taraya, regroupée au sein de l'organisation de la jeunesse Taraya, a rendu public hier samedi, autant pour moi, 9 avril 2022, une déclaration à l'occasion de l'an 1 de l'investiture du président de la République, Bazoum Mohamed. Cette déclaration s'est tenue au siège national du parti Taraya en présence de nos reporters Haïssa Adamou et Abdou Nasser Abdou. Nous, jeunes du PNDS Taraya, sommes fiers d'appartenir au parti qui a largement contribué à l'avènement de cette grande première dans notre histoire. Nous, jeunes du PNDS Taraya, sommes fiers d'appartenir à la même formation politique que les deux hommes d'État qui incarneront pour la postérité l'enracinement de la démocratie dans notre pays. J'ai nommé Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au peuple nigérien qui, une fois de plus, a témoigné de la plus belle des manières son attachement inébranlable à la démocratie, plus de 30 ans après la conférence nationale souveraine qui avait permis son instauration. Chers camarades, ainsi, sur le plan sécuritaire, le président Bazoum Mohamed, qui est incontestablement un des plus fins connaisseurs de la question sécuritaire de notre pays, a pris l'engagement de poursuivre les efforts déjà entrepris afin de créer les conditions d'une montée en puissance de notre armée proportionnellement à la gravité de la menace terroriste. C'est ainsi qu'il s'est engagé à poursuivre le recrutement de soldats supplémentaires tout en garantissant leur formation et leur équipement. C'est à ce titre notamment que le chef de l'État s'est personnellement rendu en Turquie où différents types d'équipements militaires de pointe des dernières générations lui ont été présentés, notamment dans le domaine de l'aviation auquel le président Bazoum Mohamed accorde une importance toute particulière. Nous ne doutons point de la pertinence des acquisitions futures qui seront faites en la matière et c'est dans les bénéfices exclusifs de notre armée. Par ailleurs, comme nous le savons, chers camarades, en période de guerre, au-delà des aspects importants que nous venons d'évoquer, il en existe un autre tout aussi important. C'est ce que l'on a coutume d'appeler le moral des troupes. Et c'est justement à des fins d'y apporter les plus grands soins que le président Bazoum Mohamed, endossant son rôle de chef suprême des armées, a effectué une série de visites de terrain à la rencontre de nos soldats, mais aussi de nos populations. Ces visites, axées sur le thème de la sécurité, l'ont successivement conduit dans les régions de Difa, Tillabéri, Maradi et Tawa. À chacune de ces étapes, le message martelé par le chef de l'État a été le même, celui de la gratitude de la patrie à l'égard de ces vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur dévouement au combat, avec hélas son corollaire de pertes en vie humaine. Le chef suprême des armées leur a retiré la pleine disposition du gouvernement
à continuer d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, gage de succès sur le théâtre des opérations. Chers camarades, s'agissant du redressement du système éducatif, le chef de l'État a d'entrée de jeu fait montre d'une détermination chevrier au corps en la matière. Dès son discours d'investiture, il s'était engagé à s'investir personnellement dans la gestion de ce secteur, à l'instar de celui de la sécurité. Joignant l'acte à la parole, le président de la République a entrepris au tout début de son mandat un cycle de concertation avec les acteurs de l'éducation afin de partager avec eux sa vision sur ce que devait être notre école et en retour de prendre connaissance de leurs préoccupations pour la bonne marche de notre système éducatif. Par ailleurs, comme vous le savez, l'un des grands engagements du président Bazoum Mohamed réside dans le maintien des filles à l'école, condition sine qua non de la capture du dividende démographique. À cet effet, les partenaires de l'école ont été mobilisés pour la mise en œuvre d'un marqueur du programme de Renaissance Acte 3, à savoir la construction des internats pour jeunes filles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un an après, les résultats sont là, visibles par tous. 2 internats pour jeunes filles sont d'ores et déjà sortis de terre, à Kelle et à Moujia, dans les régions des Zender et de Tawa. D'autres sont en cours de finition dans les régions de Tilaberi, Maradi et Difa. Chers camarades, en considération de tout ce qui précède, nous jeunes mobilisés au sein de l'OJT. 1. Réaffirmons notre soutien plein et entier au président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, et son gouvernement pour toutes les œuvres entreprises dans le seul intérêt du Niger et de son peuple. 2. Assurons au président de la République toute notre disponibilité à accompagner l'exécution de son programme de société afin que le Niger puisse poursuivre sa marche vers l'émergence. 3. Saluons et félicitons le gouvernement pour toutes les initiatives prises sous la houlette de son chef, son Excellence Oumour Mahamadou, pour combattre la cherté de la vie, notamment en ces mois bénis de Ramadan. L'OJT s'est réjoui aussi de la mise à disposition par le gouvernement de 80 000 tonnes de vivres pour les opérations de vente à prix modéré et de 40 000 autres pour les opérations de distribution gratuite. L'OJT exhorte le gouvernement à tout entreprendre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions, de manière à garantir que les populations nécessiteuses puissent réellement en jouir. 4. Adressons à l'ensemble des forces de défense et de sécurité toute notre reconnaissance pour les sacrifices consentis afin d'assurer la sécurité du peuple nigérien et l'intégrité de nos frontières. 5. Présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires tombés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé. 6. Enfin, en ce mois de recueillement, nous saisissons l'occasion pour souhaiter à l'ensemble de la Oumma islamique un excellent Ramadan et demandons à chacun d'avoir une pensée pieuse pour notre pays, le Niger. Dans le cadre du bilan de l'an 1 de gestion du président Bazoum, nous vous proposons de suivre la réaction du ministre des Finances dans cet extrait avant de le retrouver en fin d'édition. Personnellement, c'est une appréciation positive que je fais de ce 1 an, puisque quand vous prenez de façon générale dans le domaine de la santé, pratiquement il y a eu une amélioration globale de nos indicateurs.
socio-sanitaire, et il y a eu une amélioration globale des différents taux de morbidité et de mortalité. Donc je dirais c'est vraiment une analyse de satisfaction. Cette année, ou je dirais cette première année, il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés dans, je vais quand même rappeler les principaux. Il y a l'opérationnalisation de l'hôpital de référence de Maradi, qui en tout cas à la veille de l'investiture, cet hôpital n'était pas totalement opérationnel. Et durant cette année, en tout cas, pratiquement toutes les unités sont en train d'être fonctionnelles, surtout avec la signature les 2 semaines passées d'un protocole avec la République de Cuba qui va mettre à la disposition de l'hôpital de référence de Maradi 50 spécialistes chevronnés pour faire face à pratiquement toutes les maladies. Ça veut dire quoi? Une fois que ces spécialistes-là seront là, on n'aura plus besoin d'évacuer tous les cas qu'on a l'habitude d'évacuer de Maradi vers Niamey ou de Zender vers Niamey. Ils vont les orienter directement à l'hôpital de référence de Maradi. Le ministre des Finances que vous retrouverez en fin d'édition. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable a rendu public hier samedi une déclaration à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'investiture du président de la République, Bazoum Mohamed. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution prononcée par le président à l'occasion. Tout juste après avoir pris fonction dans un contexte sécuritaire particulièrement délicat, marqué par des attaques sanglantes, crise sanitaire, persistance de la pandémie du Covid-19, malgré les efforts bien entendus consentis par les autorités précédentes, le président de la République du Niger a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Nanti de ses riches expériences d'ancien ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il s'est mis à la tâche avec la dotation en moyens matériels adéquats et un déploiement massif des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des théâtres de l'opération. Dans son programme de gouvernance, sur la base duquel elle a été élue, elle avait anticipé sur la question sécuritaire, en misant sur le maillage prudence et harmonieux des FDS afin d'assurer une délivrance optimale de sécurité. Expérimenter des visites de proximité depuis qu'il était candidat, le président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, a initié des visites officielles dans des zones de conflit. Pour sa première visite officielle à l'intérieur du pays, il s'est rendu à Difa où 3 jours durant, il a vécu avec les concitoyens leur réalité quotidienne et leur a apporté un message d'espoir. Bref, notre pays joue un rôle important dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, y compris la force conjointe du G5 Sahel et la force mixte multinationale. Les CNOSC saluent l'engagement du président de la République pour restaurer la cohésion sociale, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption et toutes les infractions assimilées, et sa volonté d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable salue les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la hausse des prix des produits de première nécessité et le rapatriement de nos concitoyens en situation indigne au Sénégal. Enfin, tout en réitérant son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité, le CNSOSC demande avec insistance, une fois de plus, au gouvernement de redoubler d'efforts pour assurer davantage la protection de la jeunesse par l'augmentation de la création d'emplois et l'intensification de la formation. Et salue le pragmatisme du gouvernement quant à la résolution des préoccupations du peuple.
Sur tout un autre plan, ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Et c'était le 5 avril dernier à l'hémicycle sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, El Haj Seni Oumarou. Zainab Gagara sur les images de Ibrahim Kantama. Ouverte avec l'hymne national de la République, c'est après 90 jours du congé consacré à l'écoute des citoyens que les parlementaires ont repris ce jour 5 avril 2022 les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. En présence du chef du gouvernement, les corps diplomatiques, les leaders religieux et chefs traditionnels. Cette session est marquée par l'allocution du président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou, qui a tenu à rappeler les tâches des députés avant de revenir sur l'ensemble des points qui seront traités au cours de la dite session. S'agissant de cette session qui ouvre l'année parlementaire, je voudrais vous rappeler que la vocation première de son ordre du jour se rapporte aux lois dites générales. Il s'agit de tous ces textes qui contribuent à renforcer l'architecture du droit positif national. C'est notamment ceux concourant au renforcement du dispositif institutionnel tel que prévu par la Constitution. À titre illustratif, une révision de la Constitution et du Code de procédure pénale, ainsi que l'examen du Code minier figurent déjà à cet ordre du jour. De même, seront examinées 2 propositions de loi ayant déjà recueilli l'avis du gouvernement. Bien évidemment, avant l'examen de ces textes et de tout ce qui viendrait à être déposé au cours de la session, l'Assemblée nationale se penchera sur les projets de ratification des ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation. Le président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou, a aussi abordé les questions sociales, notamment sur le plan sécuritaire, éducatif, sanitaire et sécurité alimentaire. Pour ce qui est des cultures de contre-saison, il faudrait les multiplier partout où cela est possible, en facilitant aux maraîchers l'accès aux intrants à des prix conséquemment étudiés. En la matière, l'urgence est également de créer pour les filières concernées un système d'accès au marché dans des conditions rémunératrices pour les producteurs. Distingués invités, s'agissant du contexte relatif à l'éducation nationale, l'on peut se réjouir de l'apaisement observé sur le front social grâce aux efforts du gouvernement et aux concessions faites de part et d'autre. C'est l'occasion pour moi de rappeler encore une fois que la question scolaire transcende tous les clivages pour concerner l'essentiel du pays et ses habitants. Pour la représentation nationale, il est plus que nécessaire qu'une trêve sociale de longue durée soit observée par tous les acteurs de l'école, le temps de trouver des solutions pérennes à tous les problèmes qui entravent son développement, le temps de concevoir et de mettre en œuvre une véritable réforme du système éducatif avec notamment l'usage à grande échelle de nos langues nationales à tous les niveaux d'enseignement. S'agissant du contexte sanitaire national, il faut se féliciter du recul progressif de la pandémie de triste mémoire qui aura tant effrayé le monde. Il reste à souhaiter que nous nous en débarrassions définitivement pour mieux consacrer nos efforts et nos moyens aux endémies habituelles comme le paludisme et les autres maladies infantiles qui continuent à endeuiller nos populations. Notons que les travaux en séance plénière débuteront le mercredi 6 avril 2022 à l'hémicycle. De son côté, le centre d'instruction de la garde nationale du Niger a servi de cadre au cours de cette semaine à la présentation du drapeau des élèves garde contingent 2021
et c'était sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. D'autres précisions dans ce reportage. La famille de la garde nationale du Niger vient de s'agrandir avec l'arrivée de nouveaux contingents issus de la promotion 2021 du centre d'instruction de la garde nationale qui a pris le nom du chef d'escadron fait Mohamed Al-Watsan. Composé de 1000 éléments dont 55 filles, ce contingent a eu son baptême de feu au cours de cette grande cérémonie. Ces jeunes élèves gardes ont suivi 9 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases. La CFCB, le CFCB et la partie spécifique. Cette formation était axée essentiellement sur les aspects militaires et professionnels, le règlement intérieur de la garde nationale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, guide d'éthique et de la déontologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter la diffusion. Le haut commandant de la garde nationale a rappelé aux nouveaux gardes nationaux promotion 2021 que leur modèle de sécurité qui repose sur la force qu'ils représentent unie par-delà la diversité de leur parcours demeure spécifique et unique. À travers les connaissances acquises, la discipline vous permettra une intégration rapide dans la famille des forces de défense et de sécurité. Prouvez votre efficacité face aux nouveaux types de menaces et faire honneur à notre pays d'une manière générale et notre institution en particulier dans la lutte contre l'insécurité. Prenez date avec l'histoire. Ce jour restera à jamais gravé dans votre mémoire de soldat. Et surtout, patriotique par essence, parce qu'ayant choisi d'être totalement au service de cette nation qui vous est si chère. Ce choix d'homme, de cœur et d'esprit vous honore à plus d'un titre. Dès lors, vous devez donner le meilleur de vous-même en tout temps et en tout lieu pour répondre promptement à l'appel du devoir. Faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humanisme et avec intelligence. Pour cela, identifiez-vous à votre devise qui est discipline, efficacité, honneur. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a félicité les nouveaux recrues pour avoir accompli avec vaillance la formation qui leur donne désormais les rudiments essentiels pour servir la cause noble de la défense nationale du Niger. Aux élèves gardes nationaux, le drapeau que vous avez devant vous est celui de la République du Niger que vous êtes appelés à honorer et à défendre. Il est composé de 3 bandes horizontales, orange, blanche et verte. Au centre de la médiane blanche se trouve un disque oreille symbolisant le soleil. La devise de notre pays est, comme vous le savez, fraternité, travail, progrès. À travers elle s'affirme tout un symbole dont il convient de saisir le sens. En tant que citoyen nigérien, soldat défenseur de la patrie et garant de la sécurité nationale que vous êtes, élèves gardes nationaux de la promotion 2021, votre promotion prendra le nom de promotion chef d'escadron Mohamed Al-Watsan. Le choix de ce nom n'est pas anodin. En effet, le chef d'escadron Mohamed Al-Watsan est un repère, un modèle à suivre en raison de son dévouement pour la patrie et sa qualité d'officier valeureux dont il a fait montre partout où le devoir l'a appelé. Désormais, votre statut vous engage sur l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement et si nécessaire au péril de votre vie pour la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Le capitaine commandant du centre d'instruction a demandé aux nouveaux venus de faire honneur à la garde nationale du Niger et servir dans le seul intérêt de la nation nigérienne. Enfin, cette cérémonie a pris fin par la remise des coupes et des prix aux compagnies de la formation de la promotion 2021.
Poursuivons cette rétrospective de la semaine avec la cérémonie officielle de remise de bus jeudi dernier au ministre en charge de l'enseignement supérieur, un don de la compagnie Al-Izzat Transport Voyageurs, et c'était en présence de nos reporters Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama. Un bus d'une 60aine de places, c'est ce qu'a bénéficié le Centre national des œuvres universitaires. Un don de la Société des transports voyageurs Al-Izzat, qui n'est pas premier du genre et qui vient à un moment où les étudiants de l'université Abdou Moumouni traversent des difficultés dans le domaine du transport. Cette cérémonie de remise officielle de ce engin de transport s'est déroulée au ministère de l'Enseignement supérieur et c'est le ministre en question qui a réceptionné ce joyau. Quand on regarde sur la trentaine de bus dont dispose le désormais Centre régional des œuvres universitaires de Niamey, on n'a jamais 15 bus en activité pour transporter plus de 20 000 étudiants chaque jour. Al-Izzat a compris cela, elle a agi. Nous pouvons donc nous en féliciter, remercier très sincèrement tous les responsables de Al-Izzat pour ce geste noble et au nom du président de la République, réitérer la reconnaissance des étudiants du Centre des œuvres universitaires, de l'université et du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à ce geste que nous souhaitons voir imité par les autres compagnies de transport. Après l'allocution du ministre, c'est le directeur général de Al-Izzat Transport Voyageurs qui lui a remis officiellement les clés, puis du ministre au rectorat de l'université. Un geste qui n'est pas sans mot des étudiants par le biais de leur secrétaire général. L'université de Niamey, c'est une grande université qui regorge à son sein des milliers et des milliers d'étudiants. Mais très malheureusement, plusieurs années se sont écoulées sans que les conditions adéquates ne puissent accompagner le nombre des étudiants. Ce qui a fait en sorte que nous sommes en train de faire face encore à une situation très délicate par rapport au transport de nos camarades. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel de solidarité et que Al-Izzat a bien voulu répondre. Donc nous profitons de cet instant particulièrement solennel pour remercier Al-Izzat pour cet acte-là que la société Al-Izzat vient de poser. Et la compagnie d'Al-Izzat a prouvé qu'à travers cela, elle est vraiment soucieuse d'accompagner l'éducation, elle est soucieuse d'accompagner la jeunesse, les étudiants qui sont l'avenir du pays. Donc au nom de l'ensemble des étudiants de l'UAM, monsieur le directeur, recevez toutes nos profondes gratitudes et nos remerciements pour cet acte-là que vous avez posé. Et nous lançons également un appel aux autres compagnies de transport qui peuvent aussi agir dans ce sens pour accompagner l'université et même d'autres sociétés privées et même d'autres personnalités qui peuvent accompagner l'université pour apporter en tout cas un soulagement dans l'amélioration des conditions d'études, de travail, des conditions de vie de nos militantes et militants. Al-Izzat Transport Voyageurs vient par ce geste symbolique démontrer son esprit de patriotisme et son engagement à toujours appuyer les étudiants nigériens. Docteur Mahmoudou Salifou a animé dans les locaux du cabinet Aïcha une conférence débat autour du jeûne organisé par le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure. Compte rendu, Haïsadam. Édifier la population sur les maladies chroniques, les activités physiques et le comportement général est l'objectif que vise cette conférence débat autour du jeûne organisé par le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure, RESOF. Pour rappel, RESOF est un réseau d'associations spécialisées aussi dans l'accompagnement, d'où le lieu durant ce mois béni de Ramadan d'accompagner sa population à travers ces rencontres du genre. Il s'est agi pour nous de parler des maladies chroniques les plus fréquentes
comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, les maladies inflammatoires et de comment se comporter face à vis-à-vis de ces maladies quand on jeûne. Qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner, qui ne devrait pas jeûner, et pour ceux qui jeûnent, dans quelles conditions devrait-il le faire? Nous avons dit que chaque patient, tout celui qui sait qu'il a une maladie, il doit consulter son médecin traitant. Pour celui qui a l'hypertension artérielle, il doit consulter son médecin cardiologue au mieux. S'il ne peut pas, il consulte un généraliste ou le spécialiste qui le suit toujours. Pour celui qui a le diabète, il doit voir son diabétologue endocrinologue. Au mieux, c'est lui qu'il doit voir. Sinon, il voit un généraliste ou son médecin spécialiste qui le suit. Pour celui qui a l'asthme, il voit son pneumologue ou son allergologue, et surtout son pneumologue. Pour celui qui a un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, une dermatopolymyosite, celui-là, il voit ou son médecin rhumatologue ou son médecin interniste qui le suit. Pour celui qui a d'autres maladies, d'ordre rhumatologique, c'est ce que nous maîtrisons le mieux, il voit son rhumatologue. Mais dans tous les cas, si vous ne pouvez pas voir le médecin indiqué, voyez un généraliste ou un autre spécialiste. Et si vous n'avez pas vous ne pouvez pas mettre la main sur un médecin parce que vous êtes loin, parce qu'il n'y a qu'un CSI à côté de vous, il n'y a pas de médecin, voyez l'agent de santé qui est en face de vous. Ne jeûnez pas seul, sans visite médicale, parce que la tension artérielle, si elle n'est pas équilibrée, elle peut vous mettre en danger. Le diabète, c'est la même chose, particulièrement le diabète de type 1. Et parce que les médicaments ne se prennent pas n'importe comment, il faut adapter les traitements. On s'est rendu compte que plus de 6 patients sur 10 changent leur traitement eux-mêmes. Soit ils l'arrêtent, soit ils modifient la prise, soit ils modifient l'horaire sans l'avis du médecin. Et là, il y a un danger parce que les médicaments, on les prescrit en tenant compte du temps qu'ils font dans le corps et d'autres paramètres qui concernent l'individu. Il faut que les médecins tablent sur ça d'abord. Il y a les mesures d'accompagnement également que le médecin peut donner. Il faut voir le médecin. Le jeûne va vous faire du bien, mais il faut que vous y soyez accompagné par un médecin. Même lorsque vous vous entêtez à vouloir jeûner, le médecin va vous accompagner. Nous vous accompagnerons parce qu'on n'aura pas le choix. Mais il y a des gens qui ne doivent pas jeûner. On leur a dit, comme celui qui a un diabète de type 1. Quelqu'un qui a un diabète de type 1, il ne doit pas jeûner selon les consensus, selon les études, parce qu'il ne peut pas dépasser 8 heures de jeûne. Mais si le diabète de type 1 est équilibré et qu'il s'entête à jeûner quand même, on va l'accompagner. Si c'est déséquilibré, ça va contre le bon sens même qu'il jeûne. Le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure à travers son cabinet Aïcha n'est pas à sa première action en faveur de sa population. Notons que l'accueil, la sensibilisation et l'accompagnement est l'une des préoccupations de ce réseau. Et cette conférence débat organisée autour du jeûne marque toute l'importance qu'accorde ce réseau à la santé de l'homme durant ce mois, car elle a permis à la population de poser des questions aux médecins afin de mieux être édifiés à travers des réponses apportées par le médecin et les conseils prodigués à sa population. L'Académie des arts martiaux de Niamey a servi de cadre au cours de cette semaine au lancement de la première édition du concours interscolaire de lecture coranique initié par le collectif des organisations et regroupements des adeptes nigériens du Coran. D'autres précisions avec Omar Rico. Cette présence remarquée des autorités, des leaders religieux, des partenaires et sponsors, des structures de différents établissements scolaires est la marque du lancement officiel du concours interscolaire dénommé Moussaboka Interscolaire. Cette première édition du concours de Moussaboka Interscolaire est la première du genre, a martelé le secrétaire général du dit collectif. C'est vraiment une première parce que nous le savons tous. D'habitude, quand on parle de concours de Saint-Coran, on fait directement allusion au Makranta. Pour cette fois-ci, ce concours va porter sur les différents établissements de la capitale, à savoir Niamey. Et d'ailleurs, ce n'est que la première étape. Parce qu'après cette étape, suivra les 7 autres étapes qui permettront
de sélectionner ou de présélectionner les différents meilleurs lecteurs qui vont concourir pour la phase finale qui se tiendra, Inch'Allah, le Ramadan prochain, si Dieu nous prête longue vie. Donc ce concours, regroupant les différents établissements de la capitale et bientôt ceux de l'intérieur du pays, permettra, Inch'Allah, de susciter un engouement sérieux quant à la lecture du Saint-Coran. Il est aussi important pour nous, en tant que membres du comité d'organisation, d'appeler toute la population de Niamey et de ses alentours à participer massivement à nos différentes séances de présélection qui se tiendront au niveau de l'Académie des arts martiaux. Nous n'allons pas finir nos mots, ou ce mot, sans pour autant remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette Mousabaka, mais aussi inciter ceux qui ne sont pas encore là à accompagner cette initiative, de le faire, car nous savons c'est une activité qui est religieuse et c'est une sadaqatul jariya. Nous n'allons pas aussi finir ces propos sans pour autant motiver les parents d'élèves à plus d'engagement quant à l'apprentissage des sciences islamiques, en inscrivant bien sûr leurs enfants dans les différentes écoles et makaranta qui forment ces enfants afin qu'ils puissent participer valablement et avoir un bon niveau. Parce que vous allez le constater dans les différents passages, nous souhaitons que le niveau s'améliore d'année en année pour qu'au Niger, nous puissions être une référence en Coran dans les années à venir. Ce concours interscolaire dénommé Mousabaka interscolaire est une initiative à encourager davantage afin qu'elle puisse atteindre le niveau régional et international. Enfin, notons que ce concours de lecture de Saint-Coran entre les différents établissements de la capitale nigérienne en dehors de l'enseignement islamique permettra d'évaluer les connaissances des scolaires sur le livre saint. Bonne chance à tous les candidats du Mousabaka interscolaire, que le maire gagne. Conférence de presse le 7 avril dernier de l'Association des cinéastes du Niger au Centre national de la cinématographie. C'était sous le thème Cinéma et paix, thème prévu pour un colloque international probablement en juin prochain. La teneur de cette conférence de presse dans ce extrait. Les cinéastes nigériens, après avoir échangé sur le sujet, ont décidé d'apporter leur contribution dans la recherche de la paix. Aussi ont-ils décidé de tenir un colloque international sur le thème Cinéma et paix, ici à Niamey, les 24 et 25 avril 2022, c'est-à-dire les jours de la Concorde nationale. Malheureusement, pour les raisons que je vais énumérer, nous sommes dans l'obligation de reporter ce colloque en juin, probablement le 7 juin. Les raisons sont celles-ci. D'abord, le budget initial, bien que minoré, jusqu'à présent, il n'a pas été bouclé. En effet, sur les 9 200 000 prévus, nous n'en sommes qu'à 7 100 000. Bien sûr, des promesses sont en cours, mais nous attendons. La deuxième raison, c'est que la date du 24 avril, le jour de la Concorde, est surchargée. Selon le haut commissaire à la consolidation de la paix, qui est un de nos partenaires les plus importants. Il nous a dit qu'il est full, c'est-à-dire qu'il est plein, il est sollicité de partout. La troisième raison de ce report est que le calendrier des principaux invités, dont Rokhaya Diallo, du fait des présidentielles françaises deuxième tour, ce calendrier n'est pas maîtrisé. On aura besoin de ces personnalités pour des commentaires et un certain nombre de travaux à la télévision, à la presse française. Le quatrième point, la coïncidence de notre colloque avec le mois de carême ne favorise pas la mobilisation que nous avons escomptée. Il était de coutume dans ce genre de choses, puisque nous aussi nous sommes de la presse, que la mobilisation soit grande, très grande,
en dehors du mois de carême. Pourtant, avec ce colloque, l'association des cinéastes nigériens plus l'ensemble des cinéastes nigériens, tout corps confondu, nous espérions faire naître au Niger un festival biennal, cinéma et paix, dans la perspective d'être l'invité d'honneur du FESPACO à l'une de ses prochaines éditions. Comme annoncé, nous venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la réaction du ministre des Finances dans le cadre du bilan de gestion de l'an 1 de gestion du président de la République, Bazoum Mohamed. Très bonne réception, bonsoir et bon début de semaine. Personnellement, c'est une appréciation positive que je fais de ce 1 an, puisque quand vous prenez de façon générale dans le domaine de la santé, pratiquement il y a eu une amélioration globale de nos indicateurs socio-sanitaires, et il y a eu une amélioration globale des différents taux de morbidité et de mortalité. Donc je dirais c'est vraiment une analyse de satisfaction. Cette année, ou je dirais cette première année, il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés dans, je vais quand même rappeler les principaux. Il y a l'opérationnalisation de l'hôpital de référence de Maradi, qui en tout cas à la veille de l'investiture, cet hôpital n'était pas totalement opérationnel. Durant cette année, en tout cas, pratiquement toutes les unités sont en train d'être fonctionnelles, surtout avec la signature les 2 semaines passées d'un protocole avec la République de Cuba qui va mettre à la disposition de l'hôpital de référence de Maradi 50 spécialistes chevronnés pour faire face à pratiquement toutes les maladies. Ça veut dire quoi? Une fois que ces spécialistes-là seront là, on n'aura plus besoin d'évacuer tous les cas qu'on a l'habitude d'évacuer de Maradi vers Niamey ou de Zender vers Niamey. Ils vont les orienter directement à l'hôpital de référence de Maradi. Mais également, il y a l'opérationnalisation de l'hôpital africain de référence en matière d'ophtalmologique. Où aujourd'hui même de Niamey, notre conseil de santé envoie des cas qu'on a l'habitude d'évacuer, on les envoie aujourd'hui à l'hôpital panafricain en matière de référence en ce qui concerne les problèmes de yeux. Il y a l'opérationnalisation d'un autre grand hôpital, c'est l'hôpital de lutte contre le cancer qu'on appelle Centre national de lutte contre le cancer, qui est aujourd'hui un centre africain et qui a démarré, je dirais, il y a à peine 1 mois. En moins d'1 mois, les 60 dossiers que nous avons eu à monter pour les évacuer à l'extérieur, tous ces 60 dossiers ont été pris en charge au niveau de ces centres. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 malades qui ont fini leur traitement, qui sont sortis de la cohorte. Et nous sommes en train actuellement de préparer d'autres dossiers qui vont aller au niveau de cet hôpital. Il y a l'amélioration du plateau technique au niveau des hôpitaux de district où nous avons rendu opérationnel durant cette année près de 4 hôpitaux de district. Si vous suivez l'actualité, on était à Damaganam Tekaya, on était à Loga, on était à Bagaroua. Aujourd'hui, dans une semaine,
va être totalement opérationnel. Et il y a eu l'acquisition de ces matériels techniques pour faire en sorte que tous les CSI frontaliers, avec l'appui de la Banque mondiale, tous les laboratoires de CSI frontaliers soient équipés. Et ces matériels-là, nous les avons réceptionnés. Nous les avons réceptionnés et ils sont en train d'être positionnés au niveau de tous les CSI frontaliers. Parce que ces CSI frontaliers, on a mis en place des médecins. Pour accompagner ces médecins, il faut ces matériels. Nous avons également, toujours pour renforcer le plateau technique, réceptionné environ 60 ambulances. Le dernier lot, nous l'avons réceptionné le mois passé de 55 ambulances et c'est des ambulances médicalisées qui sont reliées par un réseau de télécommunications. Toutes ces ambulances aujourd'hui sont mises à la disposition de ces centres qui initialement n'avaient pas d'ambulance. Il y a un autre lot qui est dans le pipeline de ces ambulances parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque commune du Niger puisse avoir une ambulance pour les évacuations sanitaires. Nous avons effectué durant cette année plusieurs campagnes promotionnelles, plusieurs campagnes curatives. Rien que quand vous prenez la lutte contre le palu, le gouvernement a positionné pour le trimestre de cette année 16 millions de kits de traitement individuel de palu. Pourquoi? Parce qu'en 2021, en 2020, nous avons relevé près de 4 millions de cas de palu. Et c'est ce qui a amené, sur instruction du président de la République, à doubler ou à tripler même les kits de prise en charge de palu. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons effectué les 4 campagnes de chimioprophylaxie de lutte contre le palu qui a consisté à passer concession par concession pendant 4 mois à donner gratuitement à ces enfants le traitement de lutte contre le palu. Et l'impact qu'on a observé, on a eu moins de cas de palu cette année. Nous avons toujours dans le cadre de l'amélioration de ces services de santé mis en place ce qu'on appelle un institut d'assistance médicale. Cet institut a été créé il y a à peine 3 mois. D'ores et déjà, nous sommes en discussion avec les partenaires techniques qui ont fait de ça une condition pour accompagner le gouvernement pour soutenir la gratuité des soins. Et cet institut-là, c'est pour soutenir la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans, mais également chez les femmes victimes de cancers gynécologiques et d'autres cibles qui sont dans la gratuité de soins. Nous avons également essayé durant ce mandat faire adopter plusieurs textes qui vont concourir dans le cadre de la mise en place de la CSU. La CSU, c'est la couverture sanitaire universelle. Et ça, c'est un engagement qui est contenu dans le programme de la Renaissance Acte 3 de mettre en place cette structure. Et déjà, le plan a été élaboré, il a été adopté au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes de la couverture sanitaire universelle. Déjà, le Niger est en avance par rapport à plusieurs pays en ce qui concerne cette couverture. Et avec le plan qu'on a eu à adopter, et il y a de cela 3 mois, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a des recrutements en perspective. Déjà, le ministère de la fonction publique, sur l'impulsion de son Excellence, nous a déjà saisis et par rapport aux besoins à ressources humaines en santé. Et d'abord, il faut un peu revenir en arrière. Et durant ce 1 an-là, nous avons mis en formation plusieurs catégories de spécialistes qui vont revenir travailler à l'hôpital général de référence de Niamey, à l'hôpital général de référence de Maradi, mais également au niveau du centre cancer et au niveau du centre opérationnel dont j'ai oublié de mentionner. Le Niger est en train d'abriter le centre régional opérationnel de lutte contre les épidémies. Et ce centre est basé ici en face de la primature et nous sommes en train de nous atteler pour rendre opérationnel ce centre, puisque déjà tout ce qui est matériel, tout ce qui est équipement sont parvenus durant cette année. Et en ce qui concerne les recrutements, il y a eu des recrutements surtout
dans ce qu'on appelle les structures et les établissements publics à caractère administratif. Et en ce qui concerne le ministère de la Santé, nous envisageons le recrutement en 2022. En 2022, c'est un processus qui a commencé déjà en 2021 et il va se poursuivre. Mais d'ores et déjà, les structures, les entités à caractère administratif sont en train de recruter. Et quand ils recrutent, c'est toujours sur le budget de l'État, parce que c'est l'État qui subventionne ces structures de soins et pour améliorer la qualité de soins. Donc il va falloir également à leur niveau qu'ils recrutent ce qu'on appelle des autonomes. Et ces autonomes ont été recrutés presque un peu partout dans cette région. Il y aura un grand recrutement qui va être en tout cas fait de commun accord avec le ministère de la fonction publique, le ministère de la santé, pour non seulement renforcer tous ces hôpitaux aujourd'hui qui sont fonctionnels, mais également tous les hôpitaux de district qu'on a eu à réception cette année qui sont rendus déjà opérationnels, mais qui ont besoin d'un renforcement en ressources humaines en santé. C'est la transformation des cases de santé et la construction de cases de santé. Déjà cette année, nous avons lancé la transformation de 41 cases de santé. Ça, c'est directement sur le budget de l'État. Mais avec l'appui des partenaires, la semaine passée, nous avons lancé uniquement pour la région de Dosso la transformation et la construction de 22 centres de santé. Et d'autres partenaires se sont annoncés pour accompagner le gouvernement, parce qu'il y a eu un plaidoyer au plus haut niveau et qui va nous permettre, en tout cas dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, nous avons prévu durant ces 5 ans la construction et la transformation de 1029 centres de santé. C'est pour faire en sorte que les villages qui sont à plus de 5 km, du rayon de 5 km, puissent avoir un centre de santé. Ça veut dire quoi? Que chaque année, nous allons construire au moins 115 centres de santé pour que d'ici, en tout cas, la fin de ce programme, qu'on ait le chiffre prévu. Déjà, en fin du mois de mars, nous avons lancé 41 sur le budget de l'État. Et les partenaires qui accompagnent le gouvernement ont lancé une quarantaine, puisqu'il y a l'UNICEF qui vient de lancer il y a à peine 2 semaines, 22 au niveau de la région de Dosso. Il y a le KFW qui a lancé 38 dans la région de Tillabéri et ils vont lancer incessamment une trentaine dans la région de Tawa. Et tout ça, c'est un plaidoyer, en tout cas auprès de l'Union européenne, puisque le financement de KFW, c'est à travers un pays de l'Union européenne, l'Allemagne, qui accompagne le Niger dans la mise en œuvre d'une des politiques qui est contenue dans le programme de la Renaissance Acte 3, c'est l'amélioration de la santé de la reproduction. Et c'est dans ce cadre que ces 2 projets régionaux, un qui est basé à Tillabéri, un basé à Tawa, sont devenus fonctionnels. En tout cas pour Tawa, il a déjà commencé durant cette première année du mandat et les dispositions sont en train d'être mises pour commencer les constructions, l'amélioration du plateau technique au niveau de ces régions. Mais il y a d'autres partenaires également. Et quand vous avez vu, la semaine passée, on a lancé à Dosso le projet Momentum qui va couvrir et la région de Dosso et la région de Tawa pour un coût de 10 milliards. Là également, c'est pour rendre disponible tout ce qui est entrant de l'amélioration de la santé de la reproduction pour que vraiment qu'on ait moins de décès maternels, qu'on ait moins de décès des enfants, qu'on ait plus d'intrants pour accompagner les femmes lors de la consultation prénatale qui est gratuite au Niger, lors de la consultation postnatale qui est gratuite au Niger, lors de la vaccination, puisque quand vous prenez la vaccination de routine, c'est l'État qui la finance. Et en ce qui concerne cette année, le montant a été dégagé pour faire face à ce qu'on appelle le coût opérationnel. Pour faire face à ce qu'on appelle le cofinancement, ce matin j'ai reçu Gavi qui était vraiment très satisfait de la réaction prompte qu'on a eu à faire également, comme on a eu à le faire dans les années antérieures. Même cette année, on a répondu par rapport à ce qui est cofinancement en matière de vaccination. Ça veut dire que les vaccins sont à la date d'aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, le Niger est venu de loin.
Jusqu'en 2010, nous n'avons que 7 antigènes vaccinaux contre cette maladie. En 2018, avec les efforts qui ont été consentis, on s'était retrouvé avec 14 antigènes contre 14 maladies et nous sommes en train de passer en échelle avec un autre vaccin pour aller avec 15 antigènes vaccinaux contre 15 maladies. Ça veut dire qu'il y a eu un réel progrès qui est en train d'être fait dans le cadre de la lutte contre les maladies. Et d'ailleurs, c'est ça aujourd'hui qui explique la baisse de taux de la mortalité infantile. Le Niger a déjà, à partir de 2021, début 2022, a atteint l'objectif de l'ODD 3 en ce qui concerne la mortalité des enfants. On a atteint cette cible. Donc il y a une réduction importante de la mortalité des enfants au Niger. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de gagner des points par rapport à l'espérance de vie. Aujourd'hui, on a quand même l'espérance de vie, et en tout cas qui n'a rien à envier aux autres pays, puisque on est à 63,5 ans. Jusqu'en 2010, on était à au moins 45 ans. Aujourd'hui, on est à 63,5 ans pour permettre tout ça d'améliorer les indicateurs qui vont nous permettre dans le cadre de calcul de l'IDH, parce que l'IDH intègre plusieurs composantes. C'est un indicateur composite qui prend la santé, l'éducation, et au vu des efforts qui sont en train d'être faits, je pense que la situation du Niger va s'améliorer. En tout cas, elle est en train de s'améliorer. C'est un appel à la population de façon générale. Dans le cadre de cette gestion, continuer à faire, même si quand même le Niger a enregistré des résultats très satisfaisants dans le cadre de la lutte contre la Covid, de continuer à venir se faire vacciner. C'est vrai, nous avons des bons pourcentages. La maladie, elle continue. On n'est pas à la fin de cette maladie. On a reçu des cas sporadiques. C'est vrai, hier et avant-hier, on a eu 0 cas, mais le vaccin est disponible. Le gouvernement s'est engagé à rendre disponibles les vaccins, à rendre disponible le déploiement de vaccins. Tout ce qu'on demande à la population, c'est de venir se faire vacciner pour permettre à tout le monde de vaquer à ses préoccupations, de voyager pour aller faire ses affaires, de voyager pour aller transporter ses marchandises et revenir sans aucun problème. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des agents de santé. Au vu de tous ces efforts qui sont en train d'être faits par rapport à l'amélioration du plateau technique, par rapport à l'amélioration du cadre de vie, qu'ils puissent avoir plus de volonté pour travailler pour la population. Parce que s'il n'y a pas cette population, on ne peut pas parler des agents de santé. On est là pour cette population, il faut que les gens vraiment soient patients. Ce n'est pas la population qui doit être patiente, ce n'est pas le malade qui doit être patient, c'est nous qui devrons être patients pour accompagner cette population, parce que l'État a joué sa partition. Nous, on doit aussi jouer notre partition pour être disponible et aller là où on a besoin de nous, pas rester là où on n'a pas, en tout cas totalement besoin des agents de santé. On a besoin de ces agents de santé vraiment dans les régions, à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'on a des besoins à Niamey, mais on a plus besoin de ces agents de santé au niveau de cette région. Donc c'est cet appel en tout cas que je lance à ces agents de santé pour non seulement rester travailler, mais également pour bien accueillir les malades. C'est ça qui va améliorer davantage notre système de santé et améliorer la qualité des soins. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.